Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la 7ème vidéo de cours de Rust. Aujourd'hui au programme, les boucles en Rust. Donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, on a vu les conditions, ce qui nous a permis d'avoir un peu plus de contrôle sur ce qui se passe dans notre programme. Là on va voir les boucles qui vont nous faciliter la vie et vont nous permettre aussi d'avoir un peu plus de contrôle dans l'exécution de notre programme. Donc on va faire un nouveau projet qu'on va appeler boucle et on va coder dedans. Alors, les boucles, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'auraient pas deviné rien qu'avec le nom, c'est un outil, un outil dans le langage qui va nous permettre de dire, voilà, telle action, tel bout de code, tu vas le répéter un certain nombre de fois. Ça nous évite de répéter, de réécrire à la main, voire même dans certains cas c'est impossible, mais en gros, de réécrire à la main un code chiant, en fait, tout simplement. On va pas réécrire 15 000 fois la même instruction. Prenons un exemple tout simple. Si je veux afficher à l'écran 15 fois le message salut tout le monde, bon, si je dois le faire 15 fois, vous pouvez me dire je peux faire 15 copier-coller, ça passe encore, mais à partir du moment où je vais devoir faire des choses qui se répètent 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, c'est plus du tout possible humainement parlant. Et puis même là on prend le cas de quelque chose dont je sais le nombre de répétitions, donc à la limite un mec qui aurait pas de vie pourrait peut-être tenter le coup, mais il y a beaucoup de cas où vous saurez pas le nombre de répétitions que ça doit faire. Par exemple dans le cas d'un jeu, tout simplement vous lancez un jeu, le jeu a aucune idée de combien de temps l'utilisateur va rester sur le jeu, pourtant il doit quand même continuer d'afficher le menu principal, d'afficher des sprites des personnages, et il doit continuer de garder la fenêtre ouverte. Donc tout ça c'est des actions qu'il doit faire à l'infini jusqu'à ce que l'utilisateur il décide de quitter le jeu, en fait, de fermer le jeu, de fermer la fenêtre. Voilà, donc ça c'est des choses dont qu'on ne peut faire que en se servant des boucles. Et les boucles, ça va être justement des mots-clés qu'on va utiliser, tout comme on avait le if, le else if et le else dans la dernière vidéo avec les conditions. Ici, on va avoir des mots-clés qui vont nous permettre de déclarer des boucles, et tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces boucles-là va se répéter un certain nombre de fois. Alors, le nombre de fois en question, ça va être à nous de le déterminer, ça va être à nous de le mettre soit de manière explicite. Alors, en Rust, il y a 3 types de boucles différents. Je sais en C, pour le coup, il y en a 3 aussi, mais il y en a une qui... Enfin, elles sont globalement très proches. Ici, les 3 boucles, on va les voir dans l'ordre, je dirais, de la plus simple à la plus compliquée, et encore pas vraiment, en fait. Il n'y a pas vraiment de plus simple à plus compliqué. Je dirais... allez, on va juste les voir dans l'ordre que j'ai choisi, et puis il n'y a pas vraiment d'argument pour choisir cet ordre-là plutôt qu'un autre, mais on va commencer par une boucle qui va être pour le coup très simple à utiliser, qui est la boucle while. La boucle while, elle se définit comme ça, on met le mot-clé while, suivi d'une condition, comme ce qu'on avait vu avec le if, le else if et le else dans la dernière... Enfin, pas le else du coup, mais ce qu'on avait vu avec le if et le else if dans la dernière vidéo. On va mettre le mot-clé while, une condition, et à l'intérieur, on va mettre le code que l'on veut répéter. Alors, cette condition, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que cette boucle while? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et ben, en fait, elle va s'exécuter, elle va exécuter ce qu'il y a entre ces deux accolades ici, tant que cette condition est vraie, et uniquement tant que cette condition est vraie. Donc voilà, tout simplement. Ici, je peux mettre n'importe quelle condition. Je peux mettre, je sais pas, je peux déclarer une variable i, alors qu'on va muter, qu'on va mettre i égale 0, et je vais dire, bah, tant que i est inférieur à 10, par exemple, je vais m'afficher salut tout le monde. Alors bien évidemment, ici, il faut bien que je pense à augmenter la valeur de i, parce que si je ne le fais pas, j'ai ce qu'on appelle une boucle infinie. Alors une boucle infinie dans certains cas c'est utile, des cas très précis quand on a besoin de faire tourner quelque chose justement à l'infini, mais ici ça crée juste un programme qui s'arrête jamais et qui est pas très intéressant en plus, donc on considérera que c'est pas un bon comportement dans la plupart des cas une boucle infinie.
Donc j'oublie surtout pas d'augmenter la valeur de i, parce que bah sinon, bah oui, i sera toujours inférieur à 10, et du coup, ça va toujours continuer d'afficher. J'allais faire la même erreur que d'habitude, je vais d'abord me déplacer dans le dossier, hop. Sinon ça va continuer de m'afficher à l'infini, salut tout le monde, ce qui n'est pas ce que je veux. Moi je vais l'afficher 10 fois, enfin oui, 10 fois du coup. Donc là on va compiler, et vous allez voir que effectivement il m'affiche salut tout le monde 10 fois. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ici ma variable i elle vaut 0. Il rentre dans le while, et la première chose qu'il fait, c'est vérifier la condition. Elle est vraie, on rentre à l'intérieur, on exécute ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est fausse, on passe notre chemin, on s'en fiche. Une fois qu'il a exécuté, il revérifie la condition. Est-ce qu'elle est toujours vraie? Oui, on recontinue à exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Non, on passe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cette condition soit fausse, auquel cas, là, on ne rentre plus à l'intérieur, et on continue ce qu'il y a plus bas, en fait, ce qu'il y a ici. C'est vraiment tout pour la boucle while. En soi, il n'y a rien de spécial. La boucle while est très très simple. Il y a une dernière chose qu'on pourrait voir avec la boucle while. Je pense notamment du coup à la boucle whilelet, mais enfin la boucle while avec le pattern let, mais c'est quelque chose que je vais montrer après, je pense, dans une autre vidéo. Alors parce que ça demande de comprendre un certain truc, et j'aimerais d'abord parler du pattern matching pour ça. Je trouve que ça serait plus intéressant de parler du pattern matching d'abord, comme ça vous comprendrez mieux ce qui se passe. Donc on va en rester là pour la boucle while. Elle est très très simple comme vous le voyez, hein. Il y a vraiment rien de compliqué. Donc retenez juste, vous mettez le mot-clé while, vous mettez votre condition, et après c'est tranquille. Tant que votre condition est vraie, on rentre dans la boucle, sinon on en sort. Alors, retenez bien, il faut que votre condition soit mise à fausse quelque part, à un moment donné. Si votre condition n'est jamais mise à fausse, vous avez une boucle infinie. Alors, comme je l'ai dit, dans certains cas précis, ça peut être intéressant. Dans la majorité des cas, c'est une erreur de programmation. Donc, il faut faire attention à ça. La boucle while, elle vérifie juste la condition. Elle n'influe pas sur l'état de la condition. C'est à vous, dans le code qui est à l'intérieur de la boucle, de modifier l'état de cette condition. Donc en l'occurrence, moi j'incrémente la valeur de i à chaque fois de 1, donc il va faire 10 répétitions avant d'arriver à ce que la condition soit fausse. Tout simplement. Ça c'est la boucle while, on va la mettre en commentaire comme ça, vous l'avez. D'ailleurs on va mettre ça en commentaire aussi, parce que du coup j'en ai plus besoin. Et on va supprimer cette partie-là. Une autre boucle en Rust qui existe, et qui est une boucle très intéressante pour le coup, c'est la boucle loop. Alors loop ça veut littéralement dire boucler, hein, faire une boucle tout simplement. Alors que while c'est plus tant que. Hein. Et ben cette boucle loop elle est spéciale parce qu'en fait elle crée directement une boucle infinie. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas de conditions comme on pourrait en avoir ici avec le while. Le while il prenait une condition. Ici la boucle loop, non, elle prend pas de condition. Elle en a rien à faire. Elle se contente tout simplement elle se contente de tourner à l'infini jusqu'à ce que nous, en dur, on lui dise d'arrêter. Alors là, pour ça, comment on va lui dire d'arrêter, vu qu'il n'y a pas de condition qu'elle peut évaluer? Et ben en utilisant un mot-clé qui va être le mot-clé break, qu'on va voir juste après. Mais là déjà pour commencer, on va dire tout simplement, allez, vous savez quoi, finalement on en a besoin de lui. On va dire que on println salut, je suis dans la boucle. Hop. Et on va incrémenter la valeur de i de 1. Mais là, vous voyez que, étant donné que la boucle loop, elle n'évalue pas de conditions, tout simplement, on s'en fiche en fait. C'est-à-dire que même si j'incrémente la valeur de i, vu que j'ai pas de condition à mettre ici, ça va pas arrêter ma boucle. Donc comment je vais l'arrêter? Je vais devoir manuellement lui dire, par exemple, si i est supérieur à 10, et ben tu break. Alors, là ça va être important de retenir, c'est que ici, le mot-clé break, qu'est-ce qu'il fait?
Le mot-clé break, il regarde la condition qui l'entoure, qui est la plus proche de lui. C'est-à-dire la boucle, pardon, qui l'entoure, qui est la plus proche de lui. Ici, c'est la boucle loop qu'on vient de définir. Et il casse cette boucle-là. Ça veut dire on quitte cette boucle-là, on sort de cette boucle-là. Donc en l'occurrence, là, ce que je viens de faire, ça fait exactement la même chose qu'avec le while, en beaucoup moins compact et beaucoup moins propre, puisque faire ça autant directement utiliser un while, c'est juste vraiment pour montrer le break. Après, on va rentrer un peu plus dans le détail de l'utilité de cette boucle, et on va voir un peu d'autres cas d'utilisation. Donc là, vous voyez que ça marche comme tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'avais le malheur d'oublier ça, vous allez voir que... Alors, faut que je sauvegarde mon fichier, sinon ça va pas marcher. Vous allez voir que là, par contre, ça va tourner à l'infini. Je suis même pas sûr qu'il l'accepte. En vrai, je sais pas. Non, il tourne à l'infini, ok. Bon, là, je vais l'arrêter manuellement. Alors, si jamais vous faites une boucle infinie, ça tombe bien, du coup, je peux le montrer. Dans le terminal, vous avez juste à utiliser l'enchaînement de touches CTRL-C. Voilà. Et ça va terminer le processus de manière un peu brutale, mais au moins, ça permet de quitter des codes qui ne fonctionnent pas correctement. Alors, cette boucle loop, elle est très intéressante malgré tout, parce que déjà, elle permet de se passer, d'écrire la condition ici, et on sait que ça va tourner à l'infini, et ça permet d'avoir un contrôle un peu plus précis, quand par exemple, voilà, avec juste une condition, on peut pas forcément stopper la boucle, ou des trucs comme ça, ou on veut faire des calculs avant de faire cette condition, enfin bref, il y a pas mal de cas où ça peut être très intéressant d'utiliser une boucle loop avant une boucle while. Je vais pas vous mentir, depuis que j'ai commencé le langage Rust, j'ai très rarement utilisé une boucle while. J'en ai utilisé, mais généralement je suis plus familier avec l'utilisation d'une boucle loop, que je trouve plus pratique. Maintenant, chacun fait comme il veut. Mais bon, voilà. Alors là, on va faire quand même un petit exemple un peu plus intéressant, parce que on va dire que, voilà, si i modulo 10 égale 0, on dit qu'on break, donc là, jusque là, pas de problème, hein, vous connaissez ce truc là. Sinon, si i modulo 2, oula, j'ai pas bien modulo là, modulo 2 égale 0, on dit qu'on print i, on println la valeur de i, donc on va printer i, et là on va faire intervenir un nouveau mot-clé qui va être très intéressant. Ce mot-clé, alors là on va faire un else, donc là retenez bien, i modulo 10 c'est égal à 0, donc en gros est-ce que i est divisible par 10? Si oui, on break, on sort de la boucle. Sinon, si i est divisible par 2, bah on affiche i, tout simplement. Et sinon, si i n'est pas divisible par 10 et n'est pas divisible par 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer et on va juste continuer. Alors là, en l'occurrence, ça sert à rien parce que dans tous les cas, sans ce truc-là, il avait fini de tester les conditions, donc voilà, donc on va plutôt le faire à l'inverse, on va dire... Ah, je sais. On va faire si i est différent, enfin, si i modulo 2 est différent de 0, donc là, hop, on va intervertir les deux trucs. Et ben, on va même pas mettre de else. Regardez, on va même pas mettre de else. Je sais que je change le code un petit peu comme ça. Donc là, on va faire un continue. Et sinon, dans tous les cas, enfin dans tous les autres cas plutôt, on va afficher i. Alors, on va même pas partir sur du modulo 2, on va dire, voilà, si c'est modulo 3, si c'est divisible par 3, et ben tu continues, sinon, dans tous les autres cas, t'affiches i. Alors là, pour résumer ce que fait le code, il vérifie, est-ce que i est divisible par 10? Si oui, on break, on quitte la boucle la plus proche du break, donc celle qui entoure en premier le break. Attention, c'est très important, parce qu'après, on va mettre une boucle dans une boucle pour vous expliquer un peu la notion. Sinon, si i est divisible par 3, on continue. Alors là, le mot-clé continue, il s'applique sur la même boucle que le break, donc la boucle la plus proche de lui, donc en l'occurrence notre loop, et qu'est-ce qu'il fait? Et bien en fait, le mot-clé continue, il dit, hey, tout ce qu'il y a là, tu le lis pas, tu l'exécutes pas, on s'en fout, à partir du moment où tu lis le continue là, tu reviens au début de la boucle. Ce qui fait que là, ce qui va se passer, c'est que mon i, ma valeur i ne va être affichée que si i n'est pas divisible par 10 et i n'est pas divisible par 3. Dans tous les autres cas, ça va pas s'afficher. Parce que quand ça va être divisé par 3, on va directement relancer la boucle. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors oui, effectivement.
il faut que j'augmente la valeur de i à un moment donné, parce que sinon, bah, i modulo 10, quand i est égal à 0, ça va être vrai directement. Ça va être vrai directement, qu'est-ce que je raconte? Il faut surtout que j'augmente la valeur de i, en fait. i plus égale 1, pour pas oublier de le faire ici, sinon, dans tous les cas, tu le fais ici. Mais vu qu'il rentrera, il arrivera pas ici dans ce cas-là, je suis obligé de le réécrire là. Qu'est-ce qu'il aime pas? Non, c'est bon. D'accord, alors du coup, cargo run. Excusez-moi. Voilà, donc là, 1, est-ce que 1 est divisible par 10? Non. Est-ce que 1 est divisible par 3? Non. Donc, on affiche 1. 2 n'est pas divisible par 10 ou par 3. 3 par contre est divisible par 3, donc on ne met pas. 4 est pas divisible par 10 ou par 3, on l'affiche. Etc., etc., etc. Vous avez compris la logique. Donc jusque là, vous avez compris. Donc le mot-clé continu, qu'est-ce qu'il fait? Bah à chaque fois, il saute en fait la suite de ce qui se trouve dans la boucle, on s'en fout, on revient au début de la boucle, directement. Alors, autre chose, le mot-clé break et le mot-clé continu s'appliquent pour toutes les boucles, y compris le while et y compris le troisième type de boucle dont on va parler brièvement dans la suite de la vidéo. Le mot-clé break et le mot-clé continu, ces deux mots-clés là, ils s'appliquent pour les trois types de boucles. On peut les utiliser dans un while, on peut les utiliser dans la troisième type de boucle, donc un for, qu'on va voir après, et dans le loop. Voilà. Ça c'est très important à retenir, parce que des fois vous pourriez avoir une condition qui vérifie le while, et puis d'un autre côté vous regardez autre chose, et c'est vrai, hop là on quitte le programme, on quitte la boucle, pardon, on la casse avec le mot-clé break. Est-ce que j'ai besoin de montrer autre chose à ce niveau-là? Oui, j'ai besoin de montrer deux autres choses. Le mot-clé break, il est aussi très intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir tout simplement l'utiliser pour renvoyer une valeur. Par exemple, je peux break en renvoyant la valeur 5 et dire let a égale hop. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ici, alors faut que je rajoute un point virgule parce que là, on est en train de faire une affectation, hein, faut pas que j'oublie le point virgule ici. Comme on avait vu dans la précédente vidéo, on pouvait mettre let a égale if quelque chose, bah là on peut faire let a égale loop quelque chose, donc renvoyer une valeur avec la boucle loop, ce qui est très utile, et après voilà, je peux afficher la valeur de ma variable a, et vous allez voir que elle vaut bien 5, puisque tout simplement, alors pardon, excusez-moi, puisque tout simplement le break en fait ici je lui ai rajouté une valeur, alors c'est ce 5 là, je vais rajouter une valeur après, ce qui veut dire qu'en fait, non seulement il casse la boucle, mais en plus il renvoie la valeur qui est ici. C'est aussi simple que ça, et ça permet encore une fois d'avoir un peu plus de contrôle, de faire un peu plus de choses, c'est très intéressant. Donc n'oubliez pas, break suivi d'une valeur, ça casse la boucle, et en plus de ça, ça renvoie la valeur que vous avez mis après. Très important. Une dernière chose sur les boucles loop, et on aura fini. Et je vais supprimer un peu tout ce qui est ici, donc on va faire une boucle loop, on va mettre un petit println, boucle numéro 1, hop, on va faire un deuxième println, fin de boucle numéro 1, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire, vous inquiétez pas. Et là, on va mettre une boucle dans une boucle, parce que oui, c'est possible, hein, ça marche autant pour le while que pour le loop que pour le for, on peut mettre autant de boucles qu'on a envie à l'intérieur d'une boucle, à l'intérieur d'une boucle, à l'intérieur d'une boucle, etc., selon les besoins. Donc nous, on va mettre une deuxième boucle, alors, ici, et vous allez comprendre pourquoi. Et on va mettre println fin de boucle numéro 2. Ici, imaginons que je fasse comme ça, j'ai un petit code voilà, qui me met deux boucles. Imaginons que je me décide à quitter l'une de ces deux boucles. J'ai oublié un point d'exclamation. Imaginons que je mette ici un break. Souvenez-vous, j'ai dit que le break, il s'appliquait sur la boucle la plus proche de lui. Ça veut dire que ici, on rentre dans cette boucle, on affiche println boucle numéro 1, on rentre à l'intérieur de cette boucle-là,
vous voyez bien, hein, on rentre à l'intérieur de cette boucle-là, puisqu'elle elle est directement à la suite. On tourne à l'infini, on println boucle numéro 2, fin de boucle numéro 2, et là on a un break. Sauf que ce break, il va s'appliquer sur cette boucle. Donc on va sortir de cette boucle-là, on va rentrer dans cette boucle-là, puis on va revenir au début, on va encore revenir là, on va encore rentrer dedans. Donc là en fait ça va tourner à l'infini, en mettant à chaque fois, on rentre dans la boucle numéro 1, puis la boucle numéro 2, puis on sort de la boucle numéro 2, on rentre dans la boucle numéro 1, blablabla. Mais moi, imaginons que je me dise, bah voilà, je suis dans mon code, j'ai une boucle dans une boucle, ok, mais j'ai envie de quitter la boucle loop, mais pas celle qui est là, pas celle-ci, mais celle-là. Imaginons que voilà, celle-là, elle fait un code, pour X ou Y raison, elle appelle une deuxième boucle, et dans cette deuxième boucle, je me rends compte d'un truc qui fasse que je dois quitter la première boucle, la boucle la plus éloignée. Donc, comment je vais faire ça? Eh ben, en Rust, on peut faire un label, ça veut dire mettre un nom, en fait, mettre une étiquette, si vous préférez plutôt, sur les boucles, et de cette manière, on peut utiliser ce label-là pour quitter la boucle que l'on veut. Par exemple, on va le faire actuellement, on va le faire tout de suite. Donc pour ça, on commence par mettre une apostrophe toute seule, on met le nom de notre label, donc par exemple extérieur, 2 points, et on met notre boucle. Ici, je vais faire la même chose, mais en mettant intérieur. Alors, je mets pas d'accent, vous remarquerez, puisque c'est pas une chaîne de caractères, hein, c'est vraiment un truc pour, c'est vraiment une étiquette pour notre boucle. Et donc là, si je veux quitter l'une ou l'autre des boucles en contrôlant ce qui se passe, j'ai juste à préciser ce label. Et de cette manière, ce qui va se passer, c'est que on rentre dans la boucle extérieure. Alors pourquoi il me met une erreur? Ok, non, c'est moi, il a juste mis du temps à réagir. Donc, on rentre dans la boucle qui est labellée comme extérieure, on affiche boucle numéro 1, on rentre dans la boucle intérieure, boucle numéro 2, fin de boucle numéro 2, et là, regardez, on break, mais on break cette boucle-là. Ce qui veut dire qu'à partir de ce break-là, en fait, on quitte tout, parce que celle-là, c'était la première boucle, et vu qu'on la quitte, bah, on ne rentre plus jamais dans la boucle numéro 2, et on ne rentre plus jamais à l'intérieur d'elle. Et là, je vais vous le montrer, il va y avoir une seule exécution qui va se faire, ça va pas tourner à l'infini, et ça va être très rapide. Boucle numéro 1, boucle numéro 2, fin de boucle numéro 2, on break la boucle extérieure, et on quitte, du coup, la boucle la plus à l'extérieur. Voilà, donc à retenir, le break c'est très puissant comme mot-clé, on peut l'utiliser pour renvoyer des valeurs, on peut l'utiliser avec des labels sur nos boucles loop. Alors là les labels par contre ça vaut que pour les boucles loop, hein. On peut l'utiliser avec des labels sur les boucles loop, donc c'est pour pouvoir choisir quelle boucle loop on quitte avec le break, et du coup ça rend le truc vraiment très intéressant, parce qu'on a beaucoup plus de contrôle en fait sur les boucles loop, qu'on en aurait avec une boucle while classique. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à montrer pour l'instant sur les... Enfin, même pas pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a à montrer sur les boucles loop. Avec ça, vous êtes paré pour faire les meilleures boucles loop de votre vie. Et pareil pour les boucles while. Alors, maintenant, on va s'attaquer... alors avant qu'on s'attaque ça, je vais juste regarder on est à combien de minutes, 2 secondes. Ça va, c'est honnête. Maintenant, on va s'attaquer au troisième type de boucle. Alors, celui-là, pour le coup, autant les deux premiers, il n'y avait pas vraiment de notion de difficulté, hein. Je veux dire, la boucle while, elle est simple. While, une condition, on fait ce qu'il y a à l'intérieur. La boucle loop, c'est on fait tout ce qu'il y a à l'intérieur, et puis quand il y a un break, on quitte, quand il y a un continu, on revient au début, enfin voilà, bref, avec la notion de label et la notion du break qui renvoie une valeur. Mais jusqu'ici c'était pas trop compliqué à comprendre, ça demandait pas de notions en plus, le label c'est nouveau mais bon c'est pas compliqué, vous avez compris quoi, faut juste retenir qu'il y a un apostrophe au début et qu'il faut mettre 2 points ici. Mais jusqu'ici ça va. Là la boucle dont on va parler c'est la boucle for, et je vais pas rentrer, on va pas vraiment beaucoup l'utiliser pour l'instant, enfin on va l'utiliser mais cette boucle-là, on va en reparler, c'est plus ça que je veux dire, on va en reparler plus tard, quand on aura vu notamment les itérateurs en Rust, quand on aura vu, comment dire, quand on aura vu un peu les slices, etc., on en reparlera. Pour l'instant, on va juste voir vraiment la base des bases avec cette boucle-là. La boucle for, elle se présente comme ça, vous écrivez for, alors, quelque chose, donc on va mettre, je sais pas, for chose in autre chose, voilà, avec vos
petites accolades. Alors, la boucle for, même si elle a le même nom que la boucle for qu'on peut avoir en C, elle ne fonctionne pas pareil que la boucle for en C. En l'occurrence, elle se rapproche plus de ce qu'on aurait avec la boucle for en Python, hein. C'est-à-dire for pour quelque chose à l'intérieur de quelque chose, et on fait ça. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette syntaxe-là, ce qu'elle veut dire, si on devait la traduire, c'est ok, tu prends cette autre chose, ok, et ben pour chaque chose qu'il y a à l'intérieur de cette autre chose, tu vas exécuter ce qu'il y a dans les accolades. Donc, s'il y a 5 choses dans cette autre chose, et ben tu vas exécuter cette boucle 5 fois. S'il y a 6 choses, tu l'exécutes 6 fois, etc. Et le truc qui est intéressant, c'est que en plus de l'exécuter le nombre de fois qu'il y a de choses dans mon autre chose, on va mettre dans boîte, ça va être plus simple pour parler. Donc en plus de ça, en plus d'exécuter cette boucle le nombre de fois qu'il y a de choses dans ma boîte, en l'occurrence, je récupère aussi à chaque fois cette chose-là. C'est-à-dire que je peux l'utiliser dans ma boucle. Je peux par exemple afficher cette chose. Voilà. Je la récupère à chaque fois. Et ça va faire ça pour toutes les choses qui sont à l'intérieur de la boîte. Donc c'est comme ça que se présente la boucle for. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on en reparlera plus tard, parce que pour pouvoir l'utiliser vraiment avec choses dans boîte, il faut qu'on ait des boîtes sur lesquelles travailler, il faut qu'on sache comment travailler sur ces boîtes. En l'occurrence là je vais vous montrer un petit exemple, mais c'est pas vraiment le plus sur lequel vous allez utiliser cette boucle. On en reparlera beaucoup plus tard quand on verra notamment les itérateurs, où là c'est beaucoup plus intéressant. Mais là je vais juste vous montrer un petit peu comment simuler, enfin c'est même pas une simulation, c'est faire le comportement qu'on aurait avec une boucle for en C, où là on dit juste bah voilà, tu répètes tel truc pour tel nombre d'itérations en fait. Donc pour ça, une manière de réécrire ça un peu, une manière de réécrire while i inférieur à 10, ça serait d'écrire for i in 0, 2.2, enfin point 10, et d'afficher par exemple notre petit. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors il me met une erreur, non c'est bon. Qu'est-ce que ça fait? Ici, je déclare une chose, en l'occurrence que j'appelle i, ça va être une variable en fait, qui va prendre successivement des valeurs. En l'occurrence, les valeurs qui se trouvent dans cette boîte-là. Alors là, en l'occurrence, cette syntaxe, elle est un peu particulière, et ça ressemble pas du tout à une boîte, a priori, mais c'est bien une boîte. En l'occurrence, cette boîte, elle va renvoyer successivement les valeurs, allant de 0 à 9. Elle s'arrête une valeur avant. Si je veux prendre le 10 avec, je peux, j'ai juste besoin d'écrire un égal ici. Et là, ça va prendre les valeurs allant de 0 à 10. Donc retenez, 0.10, ça va de 0 à 9, 0. Égale 10, ça va de 0 à 10. Et là, on va pouvoir le tester juste ici. Voilà, donc là, on voit bien que ça va de 0 à 9, alors que là, ça va aller de 0 à 10, tout simplement. Donc ça, c'est une utilisation un peu basique que vous pourriez faire, enfin basique mais pas forcément inutile, hein, ça s'utilise énormément, d'une boucle for. Voilà, c'est une boucle for qui se contente juste de faire quelque chose pour un certain nombre d'itérations, en l'occurrence précisé ici avec cette syntaxe-là. Et alors, avant que vous vous demandiez, pour pouvoir faire l'inverse, par exemple de 10 à 0, c'est-à-dire les valeurs, voilà, comme ça, on peut pas juste mettre cette syntaxe-là, il va falloir faire quelque chose en plus, dont je vais pas parler pour l'instant, parce qu'on le verra quand on parlera un petit peu plus de vecteurs, etc. Mais en tout cas, voilà, cette syntaxe, elle permet de dire, voilà, tu récupères successivement les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ce qu'il y a de bien, c'est que je les récupère dans une variable que je peux utiliser à l'intérieur de la boucle. Donc on voit qu'on a encore une fois un nouveau cas d'utilisation, c'est que là carrément on récupère à chaque fois quelque chose qu'on peut utiliser dans la boucle, ce qui n'était pas le cas avec la variable la boucle while et la boucle loop, ça c'était pas possible. La boucle loop permettait de renvoyer une valeur qui vient de la boucle, mais là c'est l'inverse, on chope une valeur directement dans la boucle et on l'utilise à l'intérieur. Alors ici c'est un cas d'utilisation très très simple, mais vous verrez que quand on parlera, comme je vous l'ai dit, des itérateurs, des trucs comme ça, etc., là on aura l'occasion
de voir des cas un peu plus intéressants, parce que vous verrez qu'on peut faire des choses du style, on n'est pas obligé par exemple de récupérer qu'une seule valeur à la fois, on peut en récupérer deux à la fois, on peut récupérer en précisant des choses, et on peut l'utiliser plutôt que de l'utiliser sur voilà une espèce de j'ai pas le mot en français, une espèce de rangée de nombres, hein, en l'occurrence de 0 à 9, on peut l'utiliser sur un tableau par exemple, donc un tableau qu'on avait vu dans les vidéos des types de variables. Donc on peut utiliser ça dessus pour récupérer un à un les valeurs du tableau, mais ça fait appel à des notions. Alors en soi je pourrais vous montrer comment on le fait, c'est pas compliqué, vous pourriez juste le reproduire bêtement, mais je préfère d'abord expliquer les notions qu'il y a derrière pour que vous compreniez ce qui se passe, plutôt que de bêtement recopier le code et faire ok ça marche, mais j'ai aucune idée de comment ça marche, quoi, de ce qui se passe derrière la machine. Donc là en l'occurrence je vais pas faire ça, je vous ai juste montré, voilà, on peut juste faire ça. Alors à la limite, vraiment, quitte à faire du recopiage bête et net, ce que je peux vous montrer, c'est que voilà, pour tout à l'heure, comme je l'ai dit, si vous voulez faire de 9 à 0 et pas de 0 à 10, à la limite, si vraiment vous voulez faire du recopiage bête et net, vous faites juste ça. Voilà, point rêve, ou c'est pas ça, je me suis gouré, non, si c'est bon. Donc là, ça va. Alors, je vais pas vous passer la souris dessus parce que ça vous mettrait des détails qui sont pas intéressants pour l'instant. Mais là, en l'occurrence, ça va faire de 9 à 0, donc l'inverse. Voilà, point rêve, tout simplement, ça renverse, hein, le point rêve c'est pour reverse, ça renverse les nombres, donc en fait vous auriez dû avoir de 0 à 9, à l'inverse vous avez donc de 9 à 0. Ça, à la limite, si vous voulez faire du recopiage bête et net, c'est pas très grave. Mais pour parcourir un tableau, etc., même si dans le book, il vous le montre dès le début, moi je préfère d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un itérateur, qu'est-ce que c'est que des références, et après, on pourra revenir dessus. De toute façon, c'est de boucle fort. Vous inquiétez pas, on va en reparler encore et encore. Je vous ai juste montré le cas le plus simple, avec une rangée de nombres. Maintenant, vous savez qu'il y a le point rêve si jamais vraiment vous avez besoin de faire dans l'autre sens. Euh, et puis voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça avec la boucle for. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus pour l'instant. Sur la boucle for, je réfléchis, est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus qui soit nécessaire maintenant et compréhensible maintenant entièrement? Pas vraiment, je pense pas, non. Voilà, donc à retenir les trois types de boucles. On a la boucle while qui prend une condition. N'oubliez pas de changer l'état de cette condition dans l'intérieur de la boucle parce que sinon vous allez avoir une boucle infinie. On a la boucle loop qui attend un break pour pouvoir s'arrêter et à qui on peut mettre un label qui nous permet de contrôler quelle boucle on quitte à chaque fois avec le break. On a aussi avec le break, on peut renvoyer des valeurs à travers une boucle loop. On a le mot-clé continu aussi qui relance la boucle depuis le début indépendamment de où il est à l'intérieur. Et on a la boucle for qui ici pour l'instant on l'a vu sur des rangées de nombres mais qui après pourra s'utiliser pour itérer à l'intérieur de collections de données, donc en l'occurrence des tableaux, des vecteurs, voire des hashmaps. Quand on parlera de ça, on pourra rentrer un peu plus dans le détail et voir un peu plus des cas d'utilisation un peu plus intéressants de la boucle for. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les boucles. Elle a été assez longue, mais voilà, au moins vous avez les trois boucles, vous savez les utiliser. Alors, la boucle for, pas complètement, mais maintenant vous pouvez faire des codes un peu plus complexes, un peu plus intéressants. Dans la prochaine vidéo, si je ne me cours pas dans la vidéo numéro 8, on verra le pattern matching, et là ça va être une véritable révolution. J'ai failli l'utiliser plusieurs fois sans faire exprès dans la vidéo. Mais on verra le pattern matching et on va voir que là c'est très utile, très fort, que ça va nous permettre de contrôler encore une fois le code et ça va être surtout très intéressant parce qu'après la vidéo de pattern matching, on pourra terminer notre jeu du plus ou moins, le plus simplement possible. Et après ça, on passera à des notions encore un peu plus avancées, donc faire des fonctions, nous-mêmes, nos propres fonctions, hein, parce que pour l'instant on est dans la fonction main, mais au fur et à mesure qu'on rajoute du code, il va falloir un petit peu se séparer de la fonction main, faire d'autres fonctions, ce qui nous évitera à chaque fois de saturer la fonction main comme là c'est le cas. Donc on verra tout ça dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je le demande jamais parce que généralement je m'en fous, mais bon voilà, au moins ça peut montrer aux gens qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires, parce que j'ai peut-être oublié quelque chose, hein, même si vous avez remarqué que j'ai oublié quelque chose, dites-le moi, ou même s'il y a quelque chose qui n'était pas clair, bah voilà, je peux y répondre.
Sinon, sur ce, bonne soirée, bonne journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis ciao, à bientôt pour la prochaine vidéo de Rust.